Ok, alors je crois qu'on parle jamais autant de géographie et de cartographie qu'en période d'élection. Bon, on parle de géographie parce qu'on s'intéresse à la répartition des votes dans l'espace, autrement dit qu'on cherche à savoir pour qui ont voté les habitants de tel ou tel territoire. Et on parle de cartographie car justement on multiplie les cartes qui permettent de visualiser cette répartition spatiale des votes de manière synthétique et pédagogique. En bref, ce qu'on appelle la géographie électorale a un succès inversement proportionnel à celui des débats de fond dans la campagne 2022. Bon, alors vous savez que sur cette chaîne, on parle de géographie, donc franchement, je ne vais pas me plaindre. Pour une fois que la géo elle est médiatisée et qu'on réalise qu'elle ne se résume pas à localiser les sous-affluents de la Loire ou la capitale du Timor oriental sur une carte, c'est plutôt cool. Le truc, c'est qu'il faut rester critique. Car une carte n'est jamais neutre. Et elle résulte toujours de choix subjectifs, mais pas toujours connus. Et 2, parce qu'il faut éviter les lectures géographiques du vote qui peuvent être un peu simplificatrices. Par exemple, le clivage entre les villes pro-Macron et les campagnes pro-Le Pen, dont on a beaucoup parlé. Alors, dans cette vidéo, il y aura 2 parties. Une première pour vous montrer que la géographie et les cartes sont très utiles pour comprendre les déterminants du vote. Et il y aura une deuxième partie pour pointer justement les limites des cartes électorales et des explications binaires de la géographie du vote. Alors l'intérêt des cartes, c'est qu'on peut visualiser la répartition spatiale du vote et son évolution à plusieurs échelles et en tirer du coup des conclusions sur les dynamiques électorales. Certaines cartes représentent le candidat arrivé en tête dans chaque département ou pour une vision plus fine dans chaque commune ou à l'échelle des agglomérations. Alors je propose qu'on s'arrête déjà sur l'échelle des communes. France Info titrait récemment « Macron dans les métropoles, Mélenchon dans les quartiers populaires et Le Pen dans les campagnes ». Alors cette répartition, elle est très schématique, mais elle donne quand même une vision synthétique des tendances générales, tendances qu'on retrouve à l'échelle des départements. Tiens, par exemple, regardons la Gironde. On voit que la métropole de Bordeaux a voté majoritairement Macron au premier tour, mais que toutes les banlieues populaires du sud et de l'est ont voté majoritairement Mélenchon, alors que dans les communes périurbaines, voire rurales, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête, notamment à Bélin-Bélier. Donc c'est une des communes qui a été très touchée par la hausse des prix du carburant et dont plus de la moitié des actifs doivent faire environ 80 km aller-retour en voiture chaque jour pour se rendre au travail. On voit aussi, grâce aux cartes, que la géographie du vote Le Pen et Zemmour est très différente. Éric Zemmour a fait de bons scores dans les quartiers aisés des grandes villes et dans une partie du littoral méditerranéen, alors que Marine Le Pen, elle est plutôt plébiscitée dans les bassins industriels du nord et dans le périurbain. Bon, pour le démographe Hervé Lebras, on peut distinguer du coup une extrême droite du sud à tendance identitaire et une extrême droite du nord à tendance sociale. Alors, ce que permettent aussi les cartes, c'est de visualiser l'évolution des votes par rapport à 2017. On voit que le vote Macron a fortement progressé, notamment en Alsace, en Normandie et dans les Pays de la Loire, donc sur les terres de droite traditionnelle, où François Fillon avait réalisé un bon score en 2017. Mais on voit aussi que Macron a reculé dans les espaces ruraux comme la Corrèze ou le Lot, peut-être parce que les électeurs de gauche qui s'étaient tournés vers lui en 2017 ont rejeté un peu la droitisation de sa politique. En revanche, Marine Le Pen, elle progresse dans toute la France, mais assez faiblement, sauf dans la Sarthe, qui avait plébiscité François Fillon en 2017 et qui semble du coup s'être tourné plutôt vers l'extrême droite que vers Valérie Pécresse. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il recule dans les territoires ruraux, mais il progresse dans les outre-mer et les grandes agglomérations. Mais en partie parce que les électeurs de gauche sont majoritairement des urbains et que beaucoup ont voté Mélenchon dans une logique de vote utile. Et les cartes, elles permettent aussi d'observer les contrastes à l'échelle des agglomérations, contrastes souvent liés aux caractéristiques socio-économiques différentes des quartiers. On voit par exemple un Paris divisé en deux, entre un vote Macron et un vote Mélenchon, et Marseille, elle, qui est divisée en 3 secteurs par le vote Macron, Le Pen et Mélenchon. Alors en croisant les cartes de 2022 et de 2017, Jean Rivière a analysé le cas de Nantes sur Twitter. Et voilà quelques éléments intéressants qu'on peut en tirer. Déjà, on vote davantage Macron dans les beaux quartiers de l'ouest de Nantes, peuplés par les classes supérieures, qui avaient majoritairement voté Fillon en 2017. On peut donc en déduire une droitisation de l'électorat Macron à Nantes. Autre élément intéressant, la géographie du vote Le Pen est proche de celle de 2017 et elle correspond aux bordures des quartiers périphériques, peuplés par les franges supérieures des classes populaires. Mais en revanche, la géographie du vote Éric Zemmour est très différente de celle du vote de Marine Le Pen
et elle correspond à celle du vote François Fillon en 2017, ce qui montre qu'une partie de la bourgeoisie des beaux quartiers nantais s'est radicalisée. Bon, on voit que les cartes sont quand même plutôt utiles pour analyser les dynamiques électorales, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont des limites et je vous propose qu'on en liste quelques-unes. Alors, première limite, la taille des communes. Beaucoup de cartes affichent les résultats par commune, où chaque commune a une couleur différente selon le candidat qui est arrivé en tête. Le problème, c'est que ces cartes, dites choroplettes, elles mettent sur le même plan toutes les communes, quelle que soit la taille de leur population. Donc quand on regarde ces 3 cartes qui montrent les communes où Macron, Le Pen et Mélenchon sont arrivés en tête au premier tour de 2022, on a l'impression que les Français ont voté bien plus pour Le Pen que pour Macron et que pour Mélenchon. Mais si Macron arrive en tête dans seulement 11 000 communes environ, contre 20 000 environ pour Le Pen, les communes qui ont voté pour lui sont bien plus peuplées. Et même chose pour Mélenchon. Il arrive en tête dans moins de 3 000 communes, donc c'est près de 600 communes de moins par rapport à 2017, alors que pourtant il a réalisé un meilleur score en 2022. Pourquoi ? Tout simplement parce que parmi les communes qui l'ont choisi en 2022, il y a une majorité de villes de plus de 50 000 habitants. D'où l'importance de rapporter les résultats électoraux au poids démographique des communes. Et pour ça, on a une solution, c'est les cartes par anamorphose, sur lesquelles la surface des communes est proportionnelle à leur poids démographique. Alors, vous voyez ici les résultats du premier tour de la présidentielle 2017, représentés sur une carte standard et sur une carte par anamorphose. Ça ne fait pas la même impression du tout. Alors, deuxième limite, corrélation n'est pas causalité. On montre parfois la carte du chômage et celle du vote pour tel ou tel candidat en disant « Ah vous voyez, elles se ressemblent, les chômeurs ont donc massivement voté pour ce candidat ». Mais attention, il y a une différence entre corrélation et causalité. C'est pas parce que 2 phénomènes concernent le même territoire que le premier est nécessairement la cause du second. La preuve par l'absurde avec ces cartes proposées par Le Monde. Et autre problème avec les cartes électorales, c'est qu'elles résultent de choix, forcément subjectifs, qui vont influencer notre vision des choses. Tiens, par exemple, le choix des couleurs. En 2002, par exemple, le journal décide de ne pas représenter le Front National en bleu marine, car il considère que c'est une force émergente qui ne ressemble pas au reste de la droite, représentée en bleu, ni d'ailleurs à aucun autre parti. Du coup, ils choisissent de représenter le Front National en marron, couleur qui ne figurait pas dans la palette utilisée jusqu'alors par le journal. La couleur choisie pour représenter tel ou tel parti peut influencer notre lecture des cartes. Alors, autre choix qui influence l'aspect de la carte, c'est celui du regroupement des candidats en grande famille politique, qui est du centre, qui est de gauche radicale, qui est d'extrême gauche et qui est de gauche de gouvernement. Et ce qu'on va voir sur la carte, ça dépendra de l'avis du concepteur de la carte sur cette question. Ok, donc la cartographie électorale, elle a des limites, mais elle reste utile pour visualiser les grandes tendances électorales. Maintenant, on peut s'intéresser à la géographie électorale, qui consiste à expliquer la répartition du vote dans l'espace par la structure sociale et le fonctionnement des territoires. Alors, commençons par une citation célèbre d'un des pionniers de la géographie électorale, le sociologue et géographe André Siegfried, qui tentait d'expliquer les préférences politiques des gens de l'ouest de la France. Le granit vote à droite, le calcaire vote à gauche. Alors, est-ce que la géographie, plus précisément ici la géologie, peut influencer le vote des gens? Alors non, bien sûr. Et c'est un point qu'il faut bien comprendre quand on parle de géographie électorale. Ce qui influence le vote, c'est pas les caractéristiques du territoire en elles-mêmes, mais c'est les structures sociales et les comportements que vont induire ces caractéristiques géographiques. On le voit d'ailleurs avec l'explication que donne Siegfried à cette histoire de granit et de calcaire. Selon lui, sur les sols granitiques, l'accès à l'eau est plus facile. Donc la terre se concentre aux mains de grands propriétaires. Les gens sont souvent relativement dispersés et c'est souvent à l'église qu'ils peuvent tous se retrouver. Ils sont donc influencés par les propriétaires terriens et les prêtres qui votent traditionnellement plutôt à droite. Ce qui n'est pas le cas en revanche pour les gens qui vivent sur les sols calcaires, où là les points d'eau et les propriétaires terriens sont moins nombreux et qui sont aussi plus pauvres et qui vivent plus regroupés. Ils peuvent donc se fréquenter ailleurs qu'à l'église, par exemple au marché. Donc, du coup, ils ne sont pas sous l'influence des prêtres ou des propriétaires terriens qui votent à droite. Alors ce qu'on retient de ça, c'est que la géographie à elle seule n'explique pas l'orientation politique des personnes, mais que croisée à d'autres variables, elle peut être une clé de lecture intéressante. Et on va le voir avec des exemples très actuels. On peut d'abord s'intéresser au vote écologique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, là où les écolos séduisent le plus, c'est pas dans les espaces ruraux, mais c'est dans les villes. On voit bien sur cette carte, qui représente le vote écologique aux élections européennes de 2019, et sur cette carte du vote pour Yannick Jadot à la présidentielle 2022.
Alors pourquoi cette réalité qui peut paraître contre-intuitive? Eh bien déjà parce que les électeurs verts sont majoritairement des CSP+, diplômés au fort capital culturel, une catégorie de population qui se concentre dans les villes. Et ensuite parce que le programme des écolos accorde paradoxalement une place importante aux questions urbaines et valorise le mode de vie urbain. Parce que habiter en ville, c'est utiliser les transports en commun, habiter dans un espace dense, donc consommer moins d'espace naturel, etc. En revanche, dans les zones périurbaines, les écolos séduisent souvent beaucoup moins, en partie parce que beaucoup de périurbains voient le programme écolo comme une remise en cause de leur mode de vie. Un mode de vie peu écolo car fondé sur la maison individuelle et l'usage de la voiture, mais qu'ils ont souvent acquis à force d'économie et de sacrifices et qu'ils voient comme une source d'épanouissement et un gage de réussite sociale. Ok, maintenant on pourrait parler d'une autre théorie, formulée notamment par le démographe Hervé Lebras, pour expliquer un truc qui peut sembler assez contre-intuitif. On vote plus pour le Rassemblement national dans les communes rurales, où les immigrés sont peu, voire pas présents, que dans les villes, où les immigrés sont plus nombreux, puisqu'ils y trouvent des services et des opportunités économiques. Alors une explication possible à ça, ce serait que le vote pour l'extrême droite ne serait pas motivé par la difficulté à vivre au quotidien avec des immigrants, mais plutôt par la peur d'un autre qu'on ne côtoie pas, mais qui apparaît comme une menace. On considère aussi que le vote extrême droite est globalement plus important à l'est qu'à l'ouest. Alors explication possible, toujours selon Hervé Lebras, à l'ouest, le secteur industriel s'est développé plus tardivement et l'agriculture est restée dynamique plus longtemps. Du coup, les familles ont connu une ascension sociale assez récemment. Les fils de paysans ont pu devenir ouvriers puis cadres durant les dernières décennies. En revanche, dans le nord-est, où l'industrie est entrée en crise plus tôt, l'ascenseur social stagne depuis des décennies, ce qui peut alimenter un ressentiment sur lequel surfe le RN. Alors une autre théorie pour expliquer le vote d'extrême droite, c'est celle des gradients d'urbanité. Alors, le gradient d'urbanité, c'est la distance qui sépare les électeurs des grands centres urbains. En gros, dans les grandes villes, plus denses et plus diverses, les gens seraient davantage confrontés à l'altérité, ce qui favoriserait l'ouverture et le vote pour les partis traditionnels. Alors que plus on s'éloigne du centre, plus on va vers le périurbain, plus les gens auraient tendance à voter pour l'extrême droite. Alors ok, mais cette thèse, elle a des limites. On peut habiter dans le périurbain et se rendre fréquemment en ville et fréquenter des gens d'origine différente, ou habiter en ville et au contraire n'avoir des relations sociales qu'avec un petit groupe de personnes. Puis ensuite, cette thèse, elle ne prend pas en compte des critères économiques. Par exemple, dans les territoires périurbains autour des grandes villes, se concentrent surtout des populations aisées qui votent pour Macron bien plus que pour Marine Le Pen. Donc toutes ces grilles de lecture ont des limites. Et attention notamment à ne pas tomber dans des grilles de lecture binaires qui sont séduisantes, ok, mais souvent simplistes, comme le clivage ouest-est ou celui plus médiatisé entre une France des villes riche et diplômée qui voterait Macron, opposée à une France périphérique perdante de la mondialisation et qui voterait Le Pen. Tiens, d'ailleurs, en 2017, on voit que Macron a obtenu au premier tour des scores relativement homogènes dans tous les types de territoires. Et au second tour, il a réalisé ses meilleurs scores dans des villages de Corse, de la Drôme et des Pyrénées, dans des banlieues populaires d'Île-de-France, ainsi que dans des capitales régionales comme Clermont ou Orléans. Clairement, c'est pas seulement les habitants des grandes métropoles qui votent Macron. Et on voit aussi que dans les zones périurbaines proches des grandes villes, où les revenus médians sont plus élevés que dans le reste du territoire, on vote très peu pour Marine Le Pen. En bref, la géographie électorale, c'est super, mais il faut se méfier de deux écueils auxquels elle peut nous conduire. 1. Le déterminisme géographique. Donc le fait de croire que le vote est déterminé par les caractéristiques du territoire dans lequel on vit. Et 2. L'essentialisation. Le fait de mettre tous les territoires ruraux ou toutes les grandes villes dans le même panier, alors qu'ils sont en fait très différents. Mais par contre, si on reste critique, si on privilégie les approches locales et qu'on croise plusieurs données, la géographie électorale, ça reste un outil super utile pour avoir une vision claire des dynamiques électorales et pour mettre en lumière certaines problématiques comme la dépendance à la voiture à la campagne ou les ressorts du vote extrême droite. Voilà, alors c'est un sujet très complexe, donc ce que je vous propose c'est d'aller voir en description toutes les sources que je vous ai mis pour nuancer justement tous ces propos et pour éviter de tomber dans les pièges des lectures simplistes ou des cartes un peu trop schématiques. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce sujet en commentaire, je suis vraiment contente de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne Archipel pour plus de sujets du même genre. En attendant, perdez pas le nord et à la prochaine.